Nous commençons toujours l'émission par une citation. Pour vous, j'ai choisi Joseph de Maistre, le penseur réactionnaire qui a beaucoup travaillé sur la Révolution française. Il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne jamais l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Qu'est-ce que vous évoque cette citation, puisque vous abordez le sujet de l'identité dans votre livre? Oui, alors de Maistre est un fiefé contre-révolutionnaire, flamboyant et respectable, en tout cas pour son abnégation, sa ténacité dans cet espace idéologique. Donc là, on voit bien qu'il s'en prend à l'humanisme des Lumières et à l'humanisme des droits de l'homme. C'est-à-dire cette idée que d'où qu'on soit, on appartienne de droit à l'espèce humaine, ce qui autorise que chaque homme ait les mêmes droits, d'où les droits de l'homme. Donc on voit bien quel est le ressort de ça. Moi, je suis pas obsédé, je suis pas un humaniste obsédé, moi. Donc, c'est pas le genre de citation, même si j'en mesure bien le caractère provocateur, à l'époque en tout cas, et encore maintenant. C'est pas le genre de citation qui me fait vraiment grimper au mur d'indignation, pas du tout. Simplement, il faudrait aller au bout, quoi. Il faudrait aller au bout, il faudrait prendre au mot de Maistre ceux qui citent parce qu'elle est beaucoup citée actuellement, ceux qui brandissent cette citation. Il faut qu'ils nous disent quelles sont les conséquences factuelles d'un tel constat, à savoir qu'un homme, ça n'existe pas. La conséquence factuelle, c'est que il n'est plus si évident maintenant que la mort d'un petit Thaïlandais ou d'une femme thaïlandaise demain puisse nous émouvoir, nous autres, puisque notre appartenance à une espèce commune n'est plus avérée. Parce que, je veux dire, dans ce cas-là, il n'y a plus d'espèce humaine. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'il faut constituer. Alors, ça peut être intéressant comme thèse. Simplement, si on la prend pour une fois par le bout de la pratique, elle me paraît impraticable, ou alors praticable d'une manière qui pourrait quand même légitimer un certain nombre de massacres et d'exclusions de la constellation humaine. Bon, alors voilà, il faudrait voir... Bon. La deuxième chose que je pourrais dire sur cette citation, c'est j'ai vu des Français, mais pas un homme. Donc, de Maistre nous dit qu'un Français, ça existe, et pas un homme. Qu'il y aurait donc quelque chose de commun entre tous les Français, qui fasse qu'on puisse reconnaître un Français entre tous. Et que Français, ça veut dire quelque chose. Alors, d'abord, j'ai quand même des doutes sur le fait que de Maistre ait tellement voyagé que ça en France, dans la France du 19e. Parce que là, il aurait vu, par exemple, des gens parler des langues tout à fait diverses. Parler des patois tout à fait diverses. Des gens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, s'ignoraient, alors cordialement. L'unité véritable du pays, elle s'est faite encore après, finalement. Pas l'unité politique, l'unité réelle, le sentiment vraiment d'être français. Alors bon, je me demande si de Maistre n'a pas, comme ses pairs ou ses camarades de classe, au sens classe sociale, eu une vision de la France et du monde en général qui était très classocentrique. Peut-être qu'effectivement, les aristocrates français pouvaient se ressembler et être réunis sous le nom de Français. Peut-être une certaine haute bourgeoisie française. Maintenant, est-ce qu'un paysan breton et un aristocrate français avaient quoi que ce soit à voir? Ça, j'en doute un peu. Donc la variable de classe me paraît intéressante. Bon. Après, on peut se poser la question pour nous-mêmes maintenant, puisque on brandit beaucoup l'identité française. Moi, je me demande toujours ce que j'ai de commun avec tout un tas de Français que je peux croiser, ou que je peux observer, ou que je peux écouter parler à la télévision, etc., et avec lesquels je ne me sens aucune affinité. Mais alors vraiment aucune affinité. En tout cas, beaucoup moins d'affinité que je ne m'en sens avec Bolaño, écrivain chilien, avec Kafka, écrivain de langue allemande, etc., etc., avec Dostoïevski, avec Kiarostami, cinéaste iranien. Bon, je pourrais en dire beaucoup. Par exemple, je me demandais l'autre jour, en écoutant Zemmour parler de la France, l'identité française, tout ça, ils sont un petit peu ces tubes, ils jouent des tubes. Il y a un best-of Zemmour, et la piste 1, c'est l'identité française. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de commun avec Zemmour? Pourtant, on est vraiment, comment dire, on n'est pas si loin en termes de classe sociale, lui et moi, finalement. Donc, s'il y a bien deux Français qui pourraient quand même avoir quelque affinité, ce serait par exemple lui et moi. En plus, c'est plutôt un intellectuel, on est à peu près dans les mêmes eaux, je dirais, notre cœur de métier est grossièrement à peu près le même. Vraiment grossièrement, parce que j'ai vraiment pas l'impression, au bout du compte, de faire le même métier que lui, y compris en termes d'écrivain.
Mais qu'est-ce qui nous est commun tous les deux? Eh ben, il y a deux choses en fait qui nous sont communes. Pas du tout ce qu'on pense, pas du tout la façon dont on vit, mais alors vraiment pas du tout, hein. Je crois que je n'ai pas du tout le même habitus que lui. Je ne passe pas ma vie à faire des déjeuners avec des éléments de la haute bourgeoisie parisienne, et puis entre autres contrastes. Bon, il y a vraiment, bon, évidemment, le fond idéologique, même les goûts, je dirais, intellectuels, les goûts littéraires. On pourrait avoir la littérature en commun, mais globalement, je pense qu'on n'aime pas exactement les mêmes auteurs. Alors, il y a deux trucs, en fait, parce que je le connais bien, ça fait 30 ans qu'on le voit en boucle à la télé, donc il est devenu presque un familier. Il y a le football. Oui, vous êtes un passionné, vous soutenez le FC Nantes. Moi, je c'est ça? soutiens plus beaucoup le FC Nantes, mais disons, je garde un vrai goût pour le football, qui est un goût d'enfant, d'adolescent, puis d'adulte. Bon, très bien, et lui aussi. Encore, il faudrait voir si on aime dans le football les mêmes choses, mais admettons le football. Et deuxièmement, les Rolling Stones. J'ai même écrit un livre sur Mick Jagger. Lui, il est fan des Stones. Enfin, il les écoutait beaucoup quand il était jeune. Alors, très intéressant. Premièrement, le football. Alors, le football n'est pas spécifiquement français. Donc, le point commun entre le français Éric Zemmour et le français François Bégodeau n'a rien à voir avec notre francité, puisque le football n'est pas en propre quelque chose qui appartient à la culture française, plutôt à tout prendre, quelque chose qui appartient à la culture anglaise, puisque c'était plutôt formalisé, le jeu a été formalisé dans les universités anglaises, avec aussi un petit soubassement argentin, mais en tout cas, ça passe pas par la France à la base, pas du tout. Bon, premier constat, étonnant quand même, étonnant. Et puis deuxièmement, les Stones. Voilà. Les Stones, groupe anglais, lui-même très influencé par le rhythm and blues américain, qui vient lui-même des champs de coton de bluesmen noirs. Donc en gros, le ciment national et identitaire entre Éric Zemmour, de nationalité française, et François Bégodeau, de nationalité française, ce sont les Noirs américains qui chantaient du blues dans les champs de coton. Est-ce que ce n'est pas une pirouette dans le sens où ce que vous partagez entre les Stones et le football, c'est la manière d'en discuter. Donc la langue française, vous l'écrivez d'ailleurs dans Notre Joie. Peut-être la seule chose sur laquelle vous pouvez accepter d'établir une identité commune avec... donc je le rappelle, tout cela part de ce livre, cet essai part d'une discussion avec M, qui est plus ou moins de la mouvance identitaire. Et vous commencez par alors je trouve que votre livre est en 2 temps. Contrairement à votre éditrice, j'ai beaucoup préféré la première partie et beaucoup moins la seconde. La première partie parce que justement, elle fait exactement ce que l'on a fait depuis le début de cet entretien à partir de la citation de Joseph de Maistre, c'est-à-dire un échange où vous jouez avec l'argument de l'adversaire, vous le retournez, vous le mettez face à ses contradictions, voilà, de façon en plus très vivante, avec un style enlevé. Enfin, la première partie m'a vraiment pris aux tripes et je me suis dit, tiens, il faudrait que tous les gens s'assimilant à une mouvance ou identitaire ou conservatrice ou globalement de droite lisent Notre Joie pour se mettre face à leurs contradictions. Et puis, il y a la deuxième partie de l'essai que j'ai trouvée beaucoup plus militante, disons, et un peu plus difficile à suivre parce que j'ai l'impression que vous étiez passé d'un dialogue à un monologue et que je me retrouvais face à François Bégodeau militant, ce qui s'entend parfaitement, mais n'ayant plus de contradicteurs. Donc voilà, je suis d'autant plus heureux de vous recevoir parce que j'ai envie de vous poser des questions sur cette seconde partie. Est-ce que ça vous semble à peu près... Oh bah, vous voyez, déjà, cohérent d'avoir une réaction comme mais celle-là? absolument, tout à fait. Moi, il me semble que peut-être ce qui vous laisse un peu perplexe dans cette deuxième grosse partie, c'est qu'en fait, à ce moment-là, je continue à dialoguer. Simplement, je dialogue avec la gauche. Et donc, peut-être que vous vous sentez un tout petit peu plus, pas très concerné, quoi, comme quand vous tombez, si vous tombiez sur une espèce de scène de ménage entre un homme et une femme d'un vieux couple, et que vous tenez la chandelle, et vous vous sentez pas très concerné, vous les laissez s'engueuler, etc. Bon, alors moi, et dans cette deuxième partie, vraiment, je parle, j'allais dire à mon camp. Alors, je précise tout de suite que je ne suis absolument pas militant. Je n'ai jamais milité, je n'ai pas de carte, etc. Oui, non je pas. Pas militant, non, mais je pense que c'est important d'être précis. précis. Il y a un espace politique qui est un espace de pensée, pour moi, essentiellement, et un espace de pratique, un espace d'invention qui, effectivement, m'est familier. Ça, c'est vrai. Et je crois qu'il est assez connu, et peut-être que je le préciserai encore aujourd'hui. En revanche, non, je ne suis pas militant, et surtout, je ne suis jamais militant quand j'écris. Et donc, je n'ai pas voulu du tout, y compris dans cette deuxième partie, je termine quand même, dans les 30 dernières pages, par dire à quel point il y a comme un porte-à-faux
C'est tout à fait on y juste reviendra peut-être, sur effectivement la toute entre fin. une certaine militance de gauche radicale et moi-même. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment, je brandis pas. En revanche, je reviens un peu aux fondamentaux de ce qui me semble devoir être le cœur vibrant d'une sensibilité de gauche et d'un univers conceptuel, analytique et pratique de gauche. Ça, j'essaie de revenir aux fondamentaux, parce que je pense que ces fondamentaux, y compris à gauche, sont tout à fait oubliés, qu'on se perd un peu, on s'est perdu. Donc moi, j'ai voulu remettre les choses à plat et dire c'est quoi le cœur de la chose. Et le cœur de la chose, c'est la question sociale. Mais ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir après sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la langue. Oui, nous avons en commun, nous autres Français, nous avons quand même en commun une langue qui est bon. Bien sûr, absolument. Qui est donc un raisonnement, qui est donc une manière Alors d'exposer voilà, les choses. c'est-à-dire que ce que je crois démontrer à travers la description de mon dialogue avec ces jeunes identitaires C'est une lyonnais, différence lexicale. c'est que effectivement, nous utilisons un idiome commun qui s'appelle la langue française, mais nous l'utilisons totalement à front renversé. D'abord, effectivement, au service d'idées qui sont relativement antagoniques, d'accord ? Mais c'est surtout une certaine façon de pétrir le verbe dont je me sens absolument à distance quand j'écoute mon M, puisque je l'appelle M, mon interlocuteur, ainsi que ses amis, parler. C'est-à-dire, et là, la différence, elle est très nette. Une différence d'usage même de la langue, qui m'a toujours frappé d'ailleurs dans un certain verbe que j'appelle verbe autoritaire. C'est une langue qui, alors vraiment, mais piétine le détail et piétine le réel envisagé dans sa précision, mais alors avec allégresse. Et même se prévaut de le piétiner. C'est-à-dire que quand je dis à M que ses énoncés sont généraux et abstraits, ça le flatte. Alors que dans mon esprit à moi, c'est une critique. Je dis, mais qu'est-ce que tes phrases charrient comme réalité ? Je ne vois pas où est le réel dans les édifices conceptuels et abstraits que tu me proposes ce soir autour d'une bière. Et lui, effectivement, ça le flatte beaucoup. Plus une phrase s'abstrait du réel, et plus elle est validée par lui. Alors ça, moi, c'est exactement l'inverse. Une phrase, y compris quand c'est une phrase théorique, une phrase analytique, n'aura pour moi de consistance et n'aura d'intensité et donc en dernière instance d'intérêt que si je sens qu'il y a du réel dedans. Voilà. Alors là, vraiment, entre cette obsession qui est la mienne et qui se retrouve, j'espère, un peu dans ma littérature, y compris dans cet essai, et l'indifférence totale de mon interlocuteur de ce soir-là, qui, à ce titre-là, me paraît très représentatif du camp identitaire, de la langue identitaire, je crois qu'il y a vraiment un gouffre, quoi. Et pourtant, pour revenir au point, nous sommes tous les deux français, et nous puisons tous les deux dans cette langue française qu'il maîtrise pas beaucoup moins bien que moi, ou que moi je maîtrise pas beaucoup moins bien que lui. Sur cette notion d'identité française, voilà, on partage cette nation, voilà. Est-ce que justement ce qui n'est pas français, c'est d'avoir pu avoir ce dialogue avec une analyse lexicale, je pense, d'un côté et de l'autre. Vous ne l'avez jamais revu, hein, ce M? Si, il se trouve, je l'ai revu. Je pourrais préciser dans quelles conditions, mais c'est marginal pour l'instant. Il a lu Notre Joie, il sait que vous avez publié ce livre? Alors, il se trouve que c'est moi qui ai dû insister au printemps dernier. D'abord, c'est moi qui l'ai informé du fait qu'un livre allait sortir où il serait dont il serait un des personnages récurrents, enfin, voire même le fil conducteur, que j'avais tout fait pour l'anonymer, mais que probablement des gens le lisant le reconnaîtraient, peut-être des amis à lui, des familiers ou des Lyonnais qui l'auraient croisé. Bon. Et donc, je mesure bien à quel point ça ne va pas de soi. Je sais bien qu'il y a toujours quelque chose de violent dans le fait de se retrouver dans un livre, alors que je ne crois pas être violent avec M. Je lui maintiens ma fraternité. Et c'est comme ça que je l'ai quitté ce soir. Et je dis à un moment que je lui dédie ce livre, et je ne le fais pas comme ça, par précaution locutoire. Je lui dédie ce livre. J'ai de l'estime pour lui et j'ai de la tendresse pour lui. Les deux choses qui me frappent avec lui, c'est qu'il est, moi je le crois, paumé. Et c'est comme ça que je le quitte ce soir-là. Lui, il me dit, ah là là, tu vas me détester, moi qui t'aime tellement, toi, tu vas croire que je suis vraiment un pauvre type, parce que finalement, on s'est un petit peu engueulé ce soir-là. On a égrené nos discordances. Bon. Donc il me quitte comme ça, un peu comme ça, larmoyant, enfin faussement larmoyant, mais un peu triste. Et moi, je lui dis, mais non, t'en fais pas, je ne vais pas repartir là dans la nuit avec l'idée que tu es un connard. Pas du tout. Je pense que tu es un mec bien, en fait. Simplement, t'es paumé. T'es conceptuellement paumé et théoriquement. Tu es confus. Confus. Ma première partie s'appelle Confusion, et ça vient essentiellement de là. Donc, il se trouve qu'après, on s'est recroisés à Lyon, très très brièvement, quand je présentais mon documentaire l'an dernier, mais très brièvement, puis après on est resté en contact par Messenger, bon. Et je vous passe le détail de ce contact, mais qui
qui a toujours été au diapason de ce qui s'est joué dans ces soirées lyonnaises. En fait, j'ai toujours retrouvé mon M utilisant de la même façon ce verbe fou qui est le sien, quoi, ce verbe délirant d'abstraction. Bon. Alors, je finis par lui dire qu'il y a un livre, etc. Je le préviens, je lui propose par exemple de le lire très en amont et d'écrire une réponse, peut-être de 2 pages, de 3 pages, de 10 pages, de 15 pages, que je m'arrangerai pour publier, avec tout ce que je peux avoir comme poids dans la visibilité. Non, il me dit non, ça n'intéresse pas. Je ne le sens pas très intéressé par lire le livre. Et le dernier contact que j'ai avec lui, c'est moi hier soir. C'est moi qui ai pris contact, parce que le dernier contact qu'on avait, c'était moi début juillet qui dit « Écoute, moi je veux t'envoyer ce livre et que tu le lises. C'est important pour moi. Et c'est presque une question d'honnêteté. J'aimerais que tu le lises en fait. Et donc je vais te le faire envoyer. » Et il m'avait dit « Oui, envoie-le-moi à cette adresse. » Et puis, je n'ai jamais eu de nouvelles depuis, c'est-à-dire depuis 2 mois. Il ne m'a même pas signalé l'avoir reçu, ou ne pas l'avoir reçu d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cette indifférence de M à ce livre? Est-ce qu'il a peur? Je pense que c'est ça, en fait. Et je peux comprendre cette peur. Je peux très bien la comprendre. Mais bon, la suite au prochain épisode. Mais pour revenir au point, c'était donc oui. Alors, ce qu'il y aurait de français de M à moi, ce soir-là, c'est ce fameux goût de la conversation. Voilà. Effectivement, nous sommes dans une scène a priori française. Et la politique, c'est la conversation, c'est la politique, c'est l'amour des mots, absolument. c'est la joute. Absolument. Je dirais emblématiquement, nous serions dans une espèce de scène, de scène proto-française pratiquement, quoi. Je veux dire, archétypiquement française, des bières, une table, 2 personnes qui s'engueulent, enfin en tout cas qui se parlent de façon un peu musclée, mais qui aiment ça, très clairement. Et une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas ennuyé ce soir-là, c'est que j'aime beaucoup ça, c'est vrai. Alors après, j'ajouterais quand même une nuance. Premièrement, tous les Français n'aiment pas ça. Il y a tout un tas de Français qui n'aiment pas parler politique. Il y a tout un tas de Français qui n'aiment pas boire des bières en terrasse. Bon. Il y a tout un tas de Français qui n'aiment pas la bière. Voilà, donc ça n'est pas français non plus. C'est une certaine modalité de notre pays qu'on pourra retrouver aussi. Il me semble que les Italiens sont pas mauvais non plus pour boire des coups en discutant, en s'interpellant. Et puis il y a une deuxième chose plus profonde que je voudrais dire. C'est qu'en fait, moi je suis un amoureux de la conversation conflictuelle contrariée. C'est-à-dire, effectivement, ce trait en moi que j'ai, dont j'ai hérité sans doute de mes parents et d'un certain nombre de conversations dont j'ai été témoin quand j'étais enfant. J'ai raconté tout ça dans un livre qui s'appelle « Deux singes ou ma vie politique », qui était la généalogie d'un petit mec de gauche, comment ça marche, quoi, comment ça se construit. Et je notais qu'effectivement, il y avait à la base cette espèce de goût de la tablée dissensuelle. Bon, mais moi, je n'aime pas ce goût-là en moi. Alors peut-être que je l'ai, mais je ne l'aime pas. Oui. C'est comme, peut-être qu'il y a des traits qu'effectivement je pourrais identifier comme français en moi, vraiment, hein, avec beaucoup de précautions théoriques, hein, parce que franchement, je ne suis pas convaincu. Mais il se trouve que ces traits, je ne les aime pas beaucoup en moi. Et je préfère très largement en moi l'écrivain qui, tout seul chez lui, essaie de calmement et sereinement de coucher des pensées ou des récits, sans qu'il y ait un élément de polémique, sans qu'il y ait un élément de grande gueule, tout ça. Je préfère très largement ce François-là, ce François très très calme, essayant de déplier, y compris des choses radicales, mais le faire calmement et sans se postillonnant à la gueule, que le François de tablé. C'est con à dire, hein, mais je ne m'aime pas beaucoup dans cette situation-là. Et c'est ça qui fait la grande différence entre moi et quelques autres personnes qui tiennent effectivement la conversation de table comme le fleuron de la culture française. J'en parle dans le livre. Je sais bien qu'Élisabeth Lévy, c'est son truc, quoi. Je veux dire, on est à table et on boit du vin rouge et puis on s'engueule et c'est ça qui est bien, c'est de s'engueuler et puis voilà, et puis il y aura Philippe Muraille qui sera là, le regretter, et puis on s'enverra des bons mots d'Audiard et puis ça sera les tontons flingueurs. Ouais, mais moi non, en fait, moi j'ai pas envie. Moi je n'appellerai pas du tout mon magazine, si jamais je monte un magazine demain, je l'appellerai pas causeur, non. C'est pas le fait de causer qui m'intéresse, c'est le fait de penser. Et j'ai l'impression qu'Élisabeth Lévy, avec le respect que je peux avoir pour elle, pourquoi pas. J'ai pas d'inimitié contre elle. Je crois qu'elle préfère la causerie à la pensée. Et que donc, pour un bon mot, elle tuerait père, mère et vérité, et justesse. Ce qui lui fait dire beaucoup de conneries.